Merci de nous rejoindre pour cette première partie du 19-20. L'actualité à Paris, en Ile-de-France. Et pour commencer, la participation des Parisiens à la rénovation des places de la capitale. Ils sont consultés sur la question. L'opération a été lancée aujourd'hui par la maire de Paris, Anne Hidalgo, place de la Bastille. La fête de la musique aura lieu demain, mais elle commence en réalité aujourd'hui. Pour cause de week-end, nous serons en direct de Saint-Eustache au cœur des Halles avec Louis Robiche, le régisseur de l'église qui organise un festival. Et vous le verrez, la musique n'est pas que religieuse. Et puis à la fin de ce journal, c'est l'une des comédiennes phares du cinéma français qui sera notre invitée. Mylène de Mongeau n'a pas la plume dans sa poche. Elle publie Mes monstres sacrés, des souvenirs et des portraits qui paraissent aux éditions Flammarion. Mylène de Mongeau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir à toutes et à tous. Participez à la rénovation des places de Paris et donnez votre avis. C'était l'une des promesses d'Anne Hidalgo, promesse tenue. Cette consultation a été lancée aujourd'hui, place de la Bastille. Virginie de la Haute-Maison avec Yves-Léopold de Wulf. Parisiens, reprenez vos places. Jusqu'au 25 juillet, vous pouvez exprimer vos envies et vos idées sur le réaménagement de 7 places parisiennes à l'initiative de la ville de Paris. Il va y avoir un travail partant de l'expertise des Parisiens, de tous les âges. Moi, je veux vraiment que les enfants participent et je veux aussi mettre à profit l'expertise des jeunes, des écoles d'architecture et des écoles du paysage. On a besoin d'eux aussi et on lance 7 places en même temps. Bastille, Nation, Italie, Panthéon, Madeleine, Gambetta et Place des Fêtes, ce sont les 7 espaces qui seront revisités d'ici la fin de la mandature. Moins de circulation automobile, plus d'espaces verts, des matériaux recyclables. Voilà pour le cadre général qui correspond aux souhaits de beaucoup de Parisiens. Beaucoup plus d'espaces verts avec des parcs pour les enfants, parce que c'est vrai que ça manque quand même à Paris. Des endroits propres, avec des points d'eau un peu partout. Pas seulement faire je passe, mais éventuellement peut-être se rencontrer, c'est peut-être beaucoup dire, mais faire on arrive à dialoguer, peut-être avec des gens, ça peut arriver. Moi j'y crois, moi, ça. Et les enfants ont eux aussi de grandes idées, comme l'explique ce papa. Elle s'est aperçue qu'il y avait de l'eau qui passait sous la place. Donc l'idée qu'elle a dit mais pourquoi on mettrait pas la colonne de Juillet sur une île ? Pour beaucoup, l'exemple à suivre est celui de la place de la République. 2 années de travaux pour une rénovation emblématique qui a coûté 24 millions d'euros. La ville prévoit cette fois 30 millions, mais pour les 7 places à revisiter, les aménagements seront donc forcément moins spectaculaires. Et dans l'actualité aujourd'hui, Sid Ahmed Glam, l'étudiant algérien soupçonné d'avoir tué une femme et projeté un attentat contre une église de Villejuif, affirme exactement le contraire. Il estime avoir empêché cette attaque. C'est la première fois qu'il s'explique devant le juge d'instruction. L'un des avocats d'Aurélie Châtelain, la jeune femme assassinée, estime au contraire que beaucoup d'éléments l'accablent malgré ses dénégations. Les 2 frères jugés pour le braquage des convoyeurs de la Brinks en septembre 2011 à Suresnes ont été condamnés hier à 7 ans de prison. 5 ans, dont 3 ans avec sursis, avaient été requis pour chacun d'eux. Les braqueurs comparaissaient libres devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Et puis on a appris cet après-midi qu'un animateur de la ville de Paris intervenant dans une classe verte dans les Côtes-d'Armor avait été mis en examen aujourd'hui par un juge d'instruction de Saint-Malo pour agression sexuelle sur des mineurs de 10 et 11 ans. Cet homme de 29 ans a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer toute activité le mettant en contact avec des enfants. On a appris ce matin également le décès de François Delapierre, ancien directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon et secrétaire national du Parti de gauche. François Delapierre est décédé à 44 ans des suites d'une tumeur au cerveau. Il était aussi conseiller régional d'Île-de-France depuis 2010. Et à la mi-journée, dans notre émission Samedi Politique, le président du groupe du Front de gauche au Conseil régional d'Île-de-France, Gabriel Massou, a réagi à cette nouvelle. Nous l'écoutons. C'était un candidat avec nous aux élections de 2010. L'émotion est très forte dans notre sensibilité, donc évidemment je pense d'abord à sa famille, à ses amis politiques qui sont à la région, et je pense qu'au nom de tous les élus régionaux, je présente mes condoléances évidemment aux dirigeants du parti de gauche et à l'ensemble de ceux qui ont travaillé avec lui ces dernières années où il comptait quand même beaucoup. C'est un grand travailleur, producteur d'idées, et il nous manquera. Et c'était un peu un intellectuel au sein du parti de gauche. C'était vraiment le producteur d'idées. Il écrivait beaucoup, il avait sorti quelques ouvrages et il comptait énormément dans la construction que nous avons réalisée ces dernières années, en Île-de-France notamment.
La guerre continue entre chauffeurs Uber Pop et chauffeurs de taxi. Il y a eu hier soir des échanges musclés, violents sur les Champs-Élysées. Les taxis s'en sont pris à des chauffeurs Uber Pop en présence de leurs passagers à bord. Les CRS sont intervenus pour tenter de ramener le calme, mais on l'a vu sur ces images, la pression monte. Les chauffeurs de taxi appellent à la grève et à une grande mobilisation le 25 juin prochain. Une manifestation de soutien aux migrants et au peuple grec contre les politiques d'austérité avait lieu cet après-midi entre la place Stalingrad et la place de la République à Paris. En tête de cortège, les drapeaux du parti de gauche, du parti communiste et d'Europe Écologie Les Verts. Dans ce rassemblement, il y avait aussi des sans-papiers, des migrants et des militants associatifs. Un avant-goût de la fête de la musique à Barbès dans le 18e arrondissement. Le festival Barbès Beats vous invite à pénétrer dans ce quartier très vivant. Et pour mieux le découvrir, une application pour votre smartphone est dorénavant disponible. Immersion totale dans cet arrondissement avec Isabelle Dupont et Johan Dorion. Un simple ticket de métro suffira pour ce périple. Ligne 4, station Château-Rouge-Oula, ensuite se laisser guider par les oreilles. Barbès Beats est une application gratuite, un voyage spatio-temporel pour découvrir l'histoire de ce quartier, populaire toujours et ouvrier par le passé. En 1836, c'était les usines de M. Powell. M. Powell, c'était le maire de la Chapelle, qui avait installé ici des usines pour faire des machines à vapeur. Les deux pieds pour avancer et la géolocalisation pour s'orienter. Dans ces rues, quelques clics pour découvrir Barbès raconté par ses habitants, ses figures, comme l'ambassadeur de la SAP, Société des ambianceurs et des personnes élégantes, bien plus qu'un code vestimentaire. Et la SAP, via ses valeurs d'humanité, fait faire des économies à la sécurité sociale parce que c'est moins de Doliprane qu'on prend. Parce qu'un homme élégant tombera rarement malade. Et moi, je suis reconnu d'utilité publique. À l'initiative de ce parcours, un collectif d'artistes implanté à Barbès est spécialiste des déambulations sonores. On a essayé de rencontrer un maximum d'acteurs, d'habitants, de commerçants, mais aussi des historiens, des musicologues. Chaque son vient accompagné d'une image et d'un texte, mais effectivement il n'y a pas de vidéo, c'est vraiment sonore, donc c'est se replonger à travers le son dans l'histoire du quartier. Seul monument de Barbès, cette église Saint-Bernard, lieu de culte du catholicisme et du militantisme. En 1871, Louise Michel animait un club révolutionnaire dans cette église. Et bien plus tard, en 1996, Saint-Bernard a été occupé par des dizaines de sans-papiers, expulsés manu militari. Autant d'épisodes de mutation de ce quartier à découvrir en touriste et en audio-baladeur. Et la fête de la musique est donc un peu en avance cette année. Elle a lieu officiellement demain, vous le savez, mais elle commence en réalité aujourd'hui. Un week-end musical éclectique. Et en l'église Saint-Eustache au cœur des Halles, pendant 36 heures, tous les styles sont acceptés. On peut s'attendre à des chants religieux, mais pas seulement. Écoutez ce concert de jazz qui avait lieu cet après-midi. Et nous retrouvons en direct de l'église Saint-Eustache Louis Robiche qui organise cet événement. Alors Louis Robiche, tout d'abord, bonsoir. C'est pas tout à fait la fête de la musique, mais ça y ressemble, on peut le dire comme ça, 36 heures non-stop ? Tout à fait, sur une initiative de la paroisse Saint-Eustache, on accueille toutes les musiques pendant 36 heures. Derrière moi actuellement, il y a les chanteurs de Saint-Eustache qui participent au deuxième set. Et ensuite, vers 20h30, nous allons accueillir les premiers groupes de rock jusqu'à 5h. Ensuite, une pause pour la messe et on continue comme ça jusqu'à 21h pour rejoindre la fête de la musique. Alors on peut vraiment parler d'éclectisme, du chant religieux, bien sûr, on s'y attend dans une église, mais pas seulement, vous avez prononcé le mot rock. On se souvient de Camille, je crois, qui donnait un concert il y a quelques années à Saint-Eustache, ou Laurent Voulzy à Saint-Denis. Ça veut dire qu'une église, finalement, on peut être un peu païen ? Alors, le père Nicholson ne dirait pas ça, il dirait qu'on accueille toutes les musiques sur le seuil de l'église et bienvenue à tous les genres, notamment au moment de la fête de la musique. C'est vraiment ouvert à tout le monde et tout le monde
et le bienvenu dans l'église Saint-Eustache. Allez, donnez-nous un petit peu le programme qui va suivre durant ces heures qui continuent. Si j'arrive à trouver ma poche. Ah, voilà. Je l'avais avec moi, là. Ah, attendez. Allez, de mémoire, comme voilà, ça. C'est bien. Ça y est, je l'ai. Donc, on reçoit à 20h30 Tahiti Boy. Ensuite, on a Coup de Lame, Husband, Arandel. Tout ça, c'est des groupes rock indé que tous les jeunes connaissent. Demain, on aura le Conservatoire du Centre. On aura le Grand Orgue avec un nouveau titulaire, Marl Ouvrard. Et puis on terminera avec Kyrie Chris Manson qui a écrit un album à Saint-Eustache il y a 2 ans. Merci beaucoup Louis Robiche d'avoir été avec nous en direct dans ce journal en direct, je le rappelle, de l'église Saint-Eustache. Et puis la musique, on a coutume de le dire souvent, adoucit les mœurs. Pendant la Première Guerre mondiale, des soldats qui étaient musiciens dans le civil savaient remonter le moral des troupes en leur sortant leur instrument. Le musée de la Grande Guerre de Meaux en Seine-et-Marne illustre cette face cachée de l'histoire dans une exposition dédiée à ces musiciens et c'est un reportage de Farid Benbekay avec Philippe Aliès. Le violon sur le champ de bataille, les notes qui résonnent jusque dans les tranchées. Parmi les artistes qui rejoignirent le front, Lucien Durozoir, violoniste hier, le voici brancardier sur le front. Nous sommes en 1915 lorsqu'il est repéré par son supérieur. Amateur lui-même de musique, il se dit, ces hommes, il faut que... Il y a ces talents sur le front, il faut qu'on en fasse quelque chose. Et c'est comme ça qu'il les a rassemblés, de pouvoir jouer de la musique. Encore faut-il des instruments. Des artistes vont jusqu'à fabriquer pièce par pièce leur violoncelle, comme celui-ci conçu grâce à une caisse de munitions allemandes. Face au désastre humain, jouer devient un besoin. Au milieu de la guerre, Julien Durozoir ne sait pas encore que cet événement va le transformer. Ce violoniste acclamé, mondain, un peu dandy, comme on le voyait dans les photographies de Pierre Petit, a disparu. Il écrit une musique qui est absolument rageuse. Je pense que ça contribue pour eux à pouvoir continuer à jouer leur art tout en étant dans des conditions terribles de vie et en permettant de jouer cet art, c'est de se rappeler qu'il reste une humanité et qu'il reste des êtres humains malgré les conditions de vie qu'ils peuvent rencontrer sur le front. 1918, lors de la démobilisation, les musiques de deuil font écho aux milliers de monuments aux morts. En abordant la Première Guerre sous l'angle musical, cette exposition permet de faire la lumière sur des destins de musiciens et leur cheminement artistique dans l'horreur. Et cela nous amène à 19h et presque 13 minutes à suivre dans ce journal. Melun, ville du Moyen-Âge, n'est pas ce qui saute aux yeux a priori, mais au coin d'une rue, quelques vestiges subsistent. C'est une promenade originale à faire. Et puis nous retrouverons la comédienne Mylène de Mongeau, figure libre du cinéma français, dans un livre très vivant qu'elle intitule « Mes monstres sacrés ». Elle croque les personnages qu'elle a rencontrés dans sa vie. Elle est l'invitée de ce 19-20 dans un instant. Mais avant cela, tout ce week-end se déroulent les journées du patrimoine des moulins dans la région. De nombreux lieux sont à découvrir comme le moulin de Bussy-Saint-Georges en Seine-et-Marne. Il continue à produire et à vendre sa propre farine. Ces journées sont l'occasion de remonter le temps jusqu'au Moyen-Âge. Et Melun, justement, ville médiévale. Cela ne saute pas forcément aux yeux. Pourtant, au détour d'une rue, au fond d'une cour ou bien d'une arrière-boutique, quelques vestiges du Moyen-Âge apparaissent. C'est une promenade inédite avec Farid Benbekay et Philippe Aliès. La promenade vient tout juste de commencer. Au pas cadencé, on tend l'oreille pour ne rien rater des explications de Marie Striebel. La porte des Carmes était tout en haut, juste voilà, au sommet de la rue. Chaque recoin de la ville recèle une histoire. Cette guide conférencière s'emploie donc à en livrer les secrets, mais il y a parfois des obstacles. La plupart des monuments qu'on peut encore retrouver, comme par exemple des puits antiques ou des escaliers, sont dans des propriétés privées. Il faut donc arpenter les rues pour trouver une porte qui s'ouvre et justement, derrière la vitrine de cette agence de voyage, ça devait faire vraiment partie soit des bas-côtés, soit d'une chapelle de cette grande église qui était dédiée à Saint-Jacques. Se dressent encore les colonnes d'une église édifiée au XIIe siècle. Cette église, elle était juste ici, elle était quand même assez grande et vous aviez tout autour donc des dortoirs pour accueillir soit les voyageurs, soit les malades.
Les visiteurs défilent ainsi sous les yeux de la commerçante, chacun voulant toucher ce fragment d'histoire au cœur de la ville. Et à chaque fois, les gens sont surpris quand ils sont effectivement en train d'acheter un voyage, de se dire ah oui, dis donc, vous avez une belle voûte, quand elle date, ils s'interrogent et c'est toujours sympa. C'est quand même une ville ancienne, hein, parce qu'elle date du Moyen-Âge et qu'a priori, pour un peu, c'était la capitale. Car au Xe siècle, sous l'impulsion des Capétiens, cette cité médiévale est l'un des sièges du pouvoir royal. Un millénaire plus tard, Melun est une ville de grande banlieue parmi d'autres, regardée parfois avec condescendance. Ces visites permettent ainsi de s'appuyer sur le passé pour valoriser le présent. C'est aussi une manière de partager les choses et de pouvoir redonner un petit peu d'estime de soi. Heureusement, il y a aussi les pauses, l'occasion d'admirer de petites merveilles, puis la promenade reprend un quart d'heure plus tard. L'histoire à la force du mollet. Le théâtre des quartiers d'Ivry devient centre dramatique national. Ce sera le 6e d'Île-de-France et le seul du sud de la région qui en était privé jusqu'à aujourd'hui. Et par la même occasion, cette institution culturelle qui rayonne depuis plus de 40 ans, eh bien, elle change de lieu en investissant la manufacture des œillets. La première pierre a été déposée aujourd'hui en présence de Didier Morel et de Jean-Yves Blanc. Enchanté de vous connaître. Cela fait plus de 12 ans que ce projet était attendu. Transformer ce bâtiment industriel en théâtre, un centre dramatique national. À l'intérieur, tout est resté dans son jus. Il y a une espèce de carrelage noir qui est par derrière et ça va être assez étonnant. Oui. Les traces du passé et surtout cette structure métallique avec de grandes verrières, c'est ce que l'architecte souhaite conserver. Pour préserver cette image de mémoire industrielle, nous allons sanctuariser cette zone. On pourrait croire que ne rien faire, c'est très facile. En fait, c'est tout le contraire. C'est très difficile de conserver cette image-là sans y toucher. L'histoire de ce lieu remonte à 1891. À la grande époque, plus de 600 ouvriers fabriquaient ici des œillets métalliques pour les bottines et les étoffes, d'où son nom de manufacture des œillets. Ivry l'a racheté en 2009 pour permettre la réunion dans un lieu unique de toutes les activités théâtrales de la ville, une priorité pour les artistes. Même en chantier, c'est beau. Et à l'intérieur, les murs ont gardé leur beauté, ça fait penser aux Bouffes du Nord. À l'extérieur, oui, c'est un espace plus industriel, mais je crois que pour un théâtre, ce lieu va inspirer de très belles écritures scéniques. Lieu de création, théâtre ouvert sur le monde et école pour les amateurs, 3 missions dans l'esprit de son créateur Antoine Vitesse et surtout 3 raisons pour un succès auprès de tous les publics du Val-de-Marne. C'est une mise en relation des artistes avec la population qui s'initie au concept de l'art. Ça aussi, ça fait que le public s'élargit. 400 places assises et une scène ouverte de très grande dimension pour un théâtre populaire de qualité. Le premier spectacle est prévu pour début 2017. Et la transition est toute trouvée puisque l'invitée de ce 19-20 est la comédienne Mylène de Mongeau. Depuis la fin des années 50, elle est une figure du cinéma français. Une carrière marquée de façon indélébile par son personnage dans Fantomas aux côtés de Jean Marais et de Louis de Funès. Fantomas, il y en a 3. Ils sont rediffusés régulièrement à la télévision. Voilà de quoi marquer les esprits et devenir une vedette populaire. Sa blondeur mutine, son verbe clair et spontané donne à Mylène de Mongeau une certaine insolence, franchise en tout cas. C'est encore le cinéma familial qui la demande. On va le voir dans un instant. Avec Camping, Mylène est l'idole des Français et c'est aussi parler des animaux avec qui elle a vécu toute sa vie. Ce qu'elle fait de mieux, c'est aussi parler de ses congénères, les humains, ces monstres sacrés. Ce sont des histoires, des anecdotes drôles et tendres à la fois. Merci beaucoup Mylène de Mongeau d'être avec nous ce soir. Alors c'est vrai que ces monstres sacrés, ce sont des hommes, il n'y a pas de monstresse. Pourquoi que des hommes ? Parce que dans ma première version, il y avait 3-4 femmes, Lorraine Bacal, et tout d'un coup, je me suis dit, mais il n'y en a pas assez. Alors, je discutais avec mon éditeur, il m'a dit, bon, ben, si si le livre marche bien, tu feras les monstresses. Donc, je ferai éventuellement les monstresses derrière. Alors, Mylène de Mongeau, on s'attend évidemment à des monstres de cinéma, mais pas seulement, parce que vous parlez aussi de personnages qui n'ont absolument rien à voir avec ça, comme Boris Cyrulnik, qui vous a sauvé la vie. Ouais. Enfin, il m'a sauvé le moral.
Charles. Voilà. Oui, il est très important pour moi. C'est quelqu'un qui compte énormément. Comme les gens qui me... Comment vous dire, à partir d'un certain moment dans ma vie, il y a des gens qui vous apprennent à penser et qui vous apprennent à découvrir sur vous-même des choses. Alors moi, il y a des gens très importants pour moi. Alors on va dire Francis Blanche est très important, Michel Onfray est très important, Coluche est très important. Vous voyez, c'est des gens très éclectiques, hein, mais ce sont des gens qui m'ont fait avancer. Et c'est vrai que vous aimez les animaux, on peut dire que vous sautez du coq à l'âne, parce que qu'y a-t-il comme lien entre Boris Cyrulnik et le prince Charles, avec qui vous n'aviez rien à dire? Le prince Charles a l'air d'un nigo avec ses grandes oreilles, et Boris Cyrulnik est un grand éthologue, donc ça se rejoint quelque part. Alors il y a aussi les acteurs avec lesquels vous avez tourné, je crois qu'il faut en parler. On a vu Jean Marais, on a vu Louis de Funès. C'est vrai que ça a marqué votre carrière. Ça vous rend toujours populaire aujourd'hui. Fantomas, c'est indémodable et ça traverse toutes les époques. Et c'est extraordinaire, ça n'est pas grâce du tout à nous, hein. C'est grâce à De Funès. C'est ce que disait Galabru l'autre jour. Il disait De Funès, il est tellement fort dans sa célébrité qu'il nous a entraînés, nous qui avons travaillé avec lui, et c'est grâce à lui qu'on ne nous oublie pas. Et je pensais l'autre jour que finalement, à l'heure actuelle, De Funès, on le voit plus que Charlie Chaplin. Il est vraiment une figure incontournable du cinéma. Et c'est vrai que moi, j'ai revu l'autre jour La Loula Cuisse qui est passée à la télé. Eh bien, je me suis dit, mais le nom d'un chien, ce qu'il dit sur l'écologie et sur la bouffe, c'est géant. Alors, Mylène de Mongeau, dans Mes monstres sacrés, je disais tout à l'heure, vous ne trempez pas, votre plume, vous ne la laissez pas dans votre poche. C'est vrai que vous balancez quelques petites amabilités. En passant, c'est toujours avec beaucoup de tendresse et d'humour, mais enfin, parfois, vous déboulonnez certains personnages. Lesquels Je ne sais pas, Michel Serrault, par exemple. Ah, mais il a été terrible avec moi. Tout d'un coup, avoir un acteur qui vous dit, quand vous lui volez un effet sans l'avoir fait exprès, parce que vous êtes novice au théâtre, donc vous n'avez pas encore le sens du public. Et un soir, les gens ont ri sur ma réplique, au lieu de rire sur sa réplique. Et il m'attendait à la sortie, comme ça, du plateau. Il m'a attrapé par le cou et il m'a dit, vraiment, hein, mais vraiment, tu ne me refais plus jamais ça. Et puis il m'a serré un peu. J'étais folle de terreur, donc je le craignais. Mais pas possible. On se rencontrait quand vous écoutant, mais en vous lisant aussi. Votre franchise, c'est ce qui vous caractérise. Est-ce que ça a été toujours facile dans ce métier de dire la vérité ? Mais pas du tout, vous vous faites plein d'ennemis avec cette histoire. Mais j'y peux rien, je suis comme ça, je suis incapable. C'est même pour ça probablement que j'ai jamais trompé mon mari, parce que comment me dire qu'il va falloir que j'invente pourquoi j'étais pas là à telle heure, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Et puis après, ne pas m'enfoncer dans mes mensonges et tenir le... Je peux pas. Pour terminer, Sois belle et tais-toi, vous avez tourné Sois belle et tais-toi, mais c'est pas du tout votre genre, ça. Hein. Ah non, pas du tout. Non. Non. Merci beaucoup, Mylène de Mongeau, d'avoir été l'invitée ce 19-20. Donc, il y aura une suite avec les Monstresses. Merci. Avec les Monstresses, avec Camping aussi, parce qu'on attaque Camping 3 dans peu de temps. Donc, il y a des suites partout comme ça. Je rappelle, Mylène de Mongeau, Mes monstres sacrés, avec une très belle préface de Dominique Besnéard. C'est aux éditions Flammarion. Merci beaucoup. C'est la fin de cette première partie du 19-20. L'actualité continue avec l'édition nationale et Catherine Matoche. Et je vous donne rendez-vous demain dès midi pour d'autres informations à Paris, en Ile-de-France. Et demain soir, dans le 19-20, nous retrouverons le comédien écrivain Jacques Weber. Très belle soirée à vous. Merci de votre fidélité. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.